Bonjour, je m'appelle Sophie Crizen et je viens vous parler de schizophrénie. J'ai contacté de multiples reprises, les conférences TED pour pouvoir présenter un petit peu mon parcours en schizophrénie et sortir cette différence psychique des clichés et des tabous et surtout de la peur qu'elle engendre. J'aurais aimé donc participer à une conférence TED puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole sur la schizophrénie, mais en anglais. Visiblement, ça n'intéresse pas du tout la TED France, les différentes TED France, qui m'ont envoyé une fin de non-recevoir à toutes mes demandes. Alors, c'est pas grave, on va faire une conférence TED à la maison. Ce sera une conférence BED. Pour vous résumer un peu mon parcours, donc j'étais une adolescente assez exploratrice, on dira, et pas conventionnelle, j'étais pas quelqu'un de conventionnel. J'ai donc été naturellement attirée vers le cannabis. J'ai fumé beaucoup de cannabis entre l'âge de 13 ans et de 17 ans, sans me soucier et sans même connaître en fait les problèmes qui pourraient en découler, jusqu'à vers l'âge de mes 17 ans, commencer à avoir des hallucinations euh, quotidiennes, on va dire, même quand j'avais pas fumé. Alors ces hallucinations, qu'ils appellent bouffées délirantes dans le monde de la psychiatrie, ça ressemble à... c'est comme entendre des voix, chaque bruit crée des paroles. Le cerveau brode sur les bruits pour créer des dialogues, des paroles. On entend des voix ou on a des impressions bizarres, comme l'impression d'avoir... moi, une fois, j'ai eu l'impression d'avoir la gale. Donc, en fait, je voyais mes petites veines dans les doigts et j'étais persuadée que c'était la gale. On devient un peu parano. Aussi, on a l'impression de pouvoir lire dans les pensées des autres. Ou recevoir des messages comme des médiums, des choses comme ça. Alors, je dis pas que si c'est vrai ou si c'est faux, mais ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours parce que généralement, c'est très négatif et très noir. C'est-à-dire, si je vois une ombre en me baladant sur le trottoir la nuit, je vais tout de suite penser que c'est comme dans le film Ghost, que c'est un fantôme, les taches noires qui remontent que c'est un fantôme. Donc c'est assez stressant de le vivre, de ressentir ça sans arrêt. On se sent traqué aussi, toujours par soit poursuivi ou recherché par les grosses polices internationales, alors qu'on n'a rien fait. Donc, ce à quoi j'en ai parlé avec mes parents un petit peu, et donc je me suis retrouvée chez un psychiatre en libéral, voilà. Donc, j'allais consulter le psychiatre. Je suis tombée chez une dame. Moi, j'avais donc 17 ans, 18 ans. Pleine d'aspiration dans la vie, et je suis tombée chez une psychiatre qui devait avoir 55 ans et qui était pas du tout mon style, dans le sens où on aurait plus dit une vieille fille, quelqu'un à qui on n'a pas envie de ressembler. Voilà, pour moi, c'était pas cette normalité-là vers laquelle j'avais envie de me projeter. Ceci étant, j'étais docile et j'essayais d'être gentille, de faire ce qu'on me disait de faire. Et donc, comme beaucoup d'entre nous dans ce cas-là, il y a une procédure en psychiatrie et ils mettent à peu près tout le monde indifféremment. Enfin, à l'époque, ils mettaient tout le monde indifféremment sous Risperdal. Donc, je me suis retrouvée sous Risperdal
de milligrammes. Et j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir à subir des injections bimensuelles, puisqu'il y a quand même beaucoup de malades qui sont traités par piqûre. Alors, il y en a qui préfèrent, et il y en a qui sont un peu forcés à le faire pour rassurer l'entourage que le traitement soit bien pris. Moi, j'avais quand même la chance de pouvoir négocier un peu avec mes parents, négocier avec la psychiatre. Mes parents m'appuyaient, donc j'ai eu les cachets Risperdal. Donc, mais surtout pas de diagnostic et aucun. On m'a rien dit en fait. La psychiatre donc m'a mis sous Risperdal. Et sa deuxième préoccupation, à part le fait que je prenne bien mon traitement, il fallait que je fume plus de joints, que je prenne mon traitement, et elle voulait toujours savoir si j'allais en boîte de nuit. Alors moi, j'aime pas les boîtes de nuit, mais avec le recul, ça c'était dans les années 1900, ouais, je dirais 97-98. Avec le recul, sa question de savoir si je voulais aller en boîte de nuit, et certainement parce que dans sa tête, tous les jeunes qui vont bien avaient envie d'aller en boîte de nuit. Bon, moi, j'aimais pas les boîtes de nuit, je lui ai expliqué pendant 3 ans, mais elle insistait, elle voulait absolument que j'aille en boîte de nuit. Je sais pas si c'était un signe de bonne santé d'aller en boîte de nuit pour elle. Enfin bref. Donc voilà, j'ai fait 3 ans, j'ai continué à aller. Donc j'ai eu mon bac moi en 1995. Et donc là j'étais à la fac, DUG et licence que j'ai eu voilà, assez facilement. Sauf que je continuais à fumer des joints et le traitement, bon, je le prenais de manière aléatoire. Et donc, voilà, j'ai dû vivre, mais ça fait partie aussi du parcours. Et ça m'a permis d'apprendre à me connaître, mais j'ai vécu des rechutes, dont une rechute à la fin de ma licence, une fois que j'avais validé ma licence de biochimie, qui m'a amené à l'hôpital. Donc, l'hôpital psychiatrique, c'est quelque chose d'assez traumatisant parce que je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique, je suis arrivée aux urgences, on m'a tout de suite piqué, administré certainement un calmant, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, hein, on ne vous dit pas, hein, on vous en dit le moins possible hein, en psychiatrie. À l'époque, maintenant ça va un peu mieux parce qu'il y a des gens comme moi qui prennent la parole et qui essayent de démystifier un peu tout ça, à dire finalement ça fait partie de la vie, tout le monde est un peu fou, tout le monde peut décompenser et c'est presque normal en fait, la folie c'est presque quelque chose de normal, ça fait partie de nous. Ceci étant, il y a des procédures médicales et donc je suis arrivée dans cet hôpital, ils m'ont piqué et même si j'étais complètement docile et pas du tout agressif parce que j'avais bien compris qu'en fait mon intérêt c'était surtout de me taire et de rien faire, ils m'ont quand même mis en isolement tout de suite sans rien m'expliquer, voilà. Alors à l'hôpital, moi j'étais dans un petit hôpital de court séjour. Mais là aussi, il y a une procédure, c'est comme le Risperdal, bon, c'est Risperdal, et quand vous êtes hospitalisé, c'est 3 semaines minimum, vous en prenez pour 3 semaines. Mais personne ne vous le dit en fait, personne ne vous explique rien du tout. Donc moi, je pensais sortir au bout de 2 jours, mais non, c'est un forfait, hein, vous avez droit à 3 semaines. Si tout va bien, si vous ne vous rebellez pas, et si vous arrivez à leur montrer que vous êtes quelqu'un de bien. Alors l'hôpital psychiatrique c'est très traumatisant parce qu'en fait ça vous déshumanise. Vous vous sentez plus du tout considéré comme une personne humaine. En fait tout ce que vous dites c'est folie. Par exemple si on vous dit ah oui j'ai cet exemple. Moi, je voulais tout de suite sortir, en fait. Donc, je voulais sortir. Donc, je demandais au personnel, mais comment on fait pour sortir? Il faut demander au médecin. Quand vous verrez le médecin, vous en parlerez au médecin. Alors, le médecin, je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais quand est-ce que je sors? C'est comment qu'on sort d'ici? Bon,
voilà, je suis quand même malade, c'est pas comme si j'avais à pleine possession de mes moyens, donc je faisais un effort pour essayer de présenter les choses comme je pouvais. Et elle me répondait toujours apprenez à présenter correctement votre demande. Ce qui me vexait au plus haut point parce que je faisais vachement d'efforts. Et, euh, et donc là, si je m'énervais, en fait, ça lui donnait raison de me garder un peu plus. Elle est folle, regardez, elle s'énerve, elle est folle. Et si je m'énervais pas, j'étais folle parce que je me rebellais pas. Donc en fait, c'est. Voilà, tout ce qu'on peut dire dans un sens ou dans un autre euh, va être retourné contre nous pour appuyer le fait qu'on est fou et que du coup, si on est fou, on doit faire ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire prendre tant de médicaments. Évidemment, à l'hôpital, mon petit Risperdal qui m'avait été donné par ma psychiatre en libéral a été multiplié par 3. On y a ajouté Terzian, Terzian qui est soi-disant un anti-angoisse, enfin des trucs très très lourds. Voilà. Bon, je suis finalement, après avoir pendant 10 jours demandé à la psychiatre comment on sortait et obtenu la réponse quand vous présentez correctement votre demande, j'ai attrapé ma mère et je lui ai dit écoute maman, c'est toi qui m'as mis là, maintenant tu vas m'en sortir. Et ma mère, qui est quelqu'un de tout à fait les pieds sur terre, et très, quand elle veut quelque chose, elle veut quelque chose, elle est allée voir la médecin psychiatre et elle a dû lui dire que c'est elle qui allait me récupérer à la maison et la psychiatre a eu confiance et du coup je suis sortie au bout de 10 jours. J'ai quand même eu de la chance. Après, ben, bien sûr, j'ai dû arrêter mes études. J'ai passé beaucoup de temps à dormir. J'ai arrêté moi pendant... Enfin, j'ai pas arrêté beaucoup parce que j'étais surveillante pendant mes études, ma licence. J'étais surveillante d'un collège. J'ai tout de suite repris mon poste de surveillante. Bien sûr, j'ai pris un rapport du directeur de l'école qui ne m'a pas titularisée parce que je n'étais pas assez avec les élèves. Mais bon, moi j'étais très malade, mais je savais pas que j'étais très malade parce que on ne disait pas ce que j'avais. Personne n'a jusqu'ici, donc là entre ma première psychiatre en libéral et l'hospitalisation il y a eu 3 ans, personne ne me disait ce que j'avais. Donc en fait, j'étais pas malade. Je prenais un traitement, je devais prendre un traitement et aller en boîte de nuit, pardon, mais j'étais pas malade, personne ne me disait ce que j'avais, donc bon. Mais bon voilà, donc du coup, ça m'a... Quand ce directeur a écrit ça, bah, j'ai été un peu déçue. Euh, mais du coup, bon, je travaillais pas beaucoup et je dormais énormément parce que de toute façon, quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes obligé de dormir énormément. Puis l'année suivante, donc 1 an après mon hospitalisation, j'ai intégré une école d'ingénieur. Ma première année d'école d'ingénieur, j'ai été major de promotion. Et puis j'ai validé mon diplôme, donc je suis ingénieur qualité, sécurité, environnement. Et là aussi, pour intégrer cette école, mes parents m'ont aidé puisque c'était une école qui était dans le même établissement où j'avais fait toute ma scolarité. Donc en fait, le directeur de l'école me connaissait très bien. Et il ne s'est pas arrêté à ce qu'il a vu lors de l'entretien d'embauche, puisque certains professeurs qui ne me connaissaient pas, qui étaient dans le jury pour rentrer à l'école d'ingénieur, ont dit oui, mais là vous avez un trou dans votre CV, qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est le directeur qui a dit oh, peu importe, voilà. Parce qu'il savait en fait que j'avais été malade, parce que comme on dit, le monde est petit et moi j'habite pas une si grande ville que ça, donc lui savait que j'avais été internée, mais il connaissait ma capacité aussi en tant que très bonne élève. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là et j'ai fini donc diplômée avec des très bons résultats. Voilà. Tout ça pour dire que c'est possible de d'avancer malgré cette schizophrénie
qui, donc là, une fois diplômée, entre les premiers symptômes et mon diplôme, il s'est passé 6-7 ans. J'ai toujours pas de diagnostic. Je suis régulièrement un psychiatre, mais la maladie n'a toujours pas de nom. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur. Et en fait, j'avais une vie tout à fait normale. J'ai rencontré un petit ami avec qui j'ai eu un enfant et il m'a quitté. Alors que le bébé venait de naître. Et c'est là où ma vie a changé, on va dire. Et c'est dans cette période-là où un psychiatre a prononcé pour la première fois le mot schizophrénie. Donc j'ai appris que j'étais schizophrène, on va dire 15 ans après les premiers symptômes. Alors même que je venais de me faire larguer avec un bébé de 8 mois. Donc c'était pas facile. J'ai publié ça sur Facebook. Et c'est marrant, les gens ont réagi bizarrement. Ils m'ont dit, mais non, t'es pas schizophrène, n'importe quoi. Voilà. Donc en fait, les gens là, du moment que j'ai dit que j'étais schizophrène, ils se sont tous improvisés psychiatres et ils ont fait des diagnostics eux aussi. Donc ça, c'était assez bizarre. Ou alors, quand je disais je suis schizophrène, les gens disaient, mais j'y crois pas. Comme s'il y avait une notion de croyance en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier, la schizophrénie. Même c'est un handicap invisible, c'est tout à fait particulier, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien s'en sortir. Je vous ferai d'autres vidéos pour en parler un peu plus, peut-être parler un peu plus de ma grossesse avec cette schizophrénie. En attendant, vous pouvez retrouver un peu plus de détails sur un livre que j'ai écrit. Donc, après que le père de mon enfant m'ait quitté, j'ai dû vivre des années de solitude. Bon, en l'occurrence, c'est 5 ans de solitude. Et donc, je me suis repenchée sur toute cette histoire de mon passé, qui pour moi était insignifiante, mais qui finalement avait une signification. C'est comme si la maladie m'avait rattrapée. Donc, j'ai écrit ce livre, Un étrange univers, de Sophie Krizen aux éditions du Lys Bleu, où vous retrouverez donc toute l'entrée en maladie, on va dire, depuis mes 17 ans, voire mon adolescence un peu mouvementée, jusqu'à juste avant ma grossesse, puisqu'il y aura un deuxième livre qui est en cours d'écriture, où je détaille voilà, la grossesse. Et j'espère que mon témoignage vous donnera beaucoup d'espoir. Avec la schizophrénie, les conseils que j'ai à vous donner, c'est cultiver la patience, la bienveillance, la tolérance, l'ouverture d'esprit, que vous soyez vous-même schizophrène ou que vous soyez entouré, aidant d'une personne schizophrène. Voilà, nous, les schizophrènes, généralement, on est des personnes hypersensibles. Donc, ce qui nous parle avant tout, c'est la sincérité. Donc, il faut s'adresser à... On s'entendra d'autant mieux avec des personnes qui sont cohérentes. C'est-à-dire qui mettent en adéquation leurs pensées, leurs actes et leurs paroles. Quelqu'un qui ne va pas bien vraisemblablement et à qui on pose la question ça va et qui dit oui tout va bien, ça va nous déranger. Et c'est de ces petits dérangements, de ces petites faussetés de la vie peuvent générer des délires, des paranos et des histoires pas possibles pour un schizo, parce que il va se demander d'où vient en fait ce décalage entre ce qu'il perçoit et ce qu'il entend. Et donc chez lui,
il va se remettre en question, il va se dire que c'est lui, et puis après, son cerveau va broder. Mais voilà, donc la parole de cœur est importante dans beaucoup de handicaps, par exemple sourds, muets, aveugles, tout ça. Il faut que les gens soient cohérents, on les comprend mieux quand ils sont cohérents. Ben, nous, c'est pareil. Euh, voilà. Tous ces petits mensonges de la vie qui sont, soi-disant, la normalité, nous dérangent et nous rendent fous, en fait. Voilà. Outre, bien sûr, l'incivilité qu'on retrouve, les gens qui vous klaxonnent alors même que vous avez respecté le code de la route et que c'est eux qui sont dans l'erreur. Les gens qui vous transmettent leur colère comme ça sur la route, alors que vous avez rien fait, bah ça nous fait péter les plombs, quoi. Alors ça fait péter les plombs à tout le monde, hein, sauf que chez nous, c'est plus fort. C'est pourquoi il faut être positif, il faut être reconnaissant envers ces personnes schizophrènes. Parce que ces personnes schizophrènes, elles expriment en fait des choses que les gens normaux ressentent aussi, mais n'osent pas exprimer. Donc il faut quand même inverser la vapeur. Les schizophrènes servent à la société pour mettre en exergue des choses que les autres n'osent pas faire. Par exemple, moi je suis la première à péter un plomb, à sortir de la voiture et à dire les choses. Alors c'est pas la bonne méthode. Euh, Mon agressivité, ma violence, c'est pas la bonne méthode, mais le fond est bon. Beaucoup de schizophrènes vous diront, par exemple, il y a des problèmes, la justice en France, elle n'est pas juste, ou des trucs comme ça, qui à première vue peuvent paraître un délire. Mais en vrai, au fond, le message, il est vrai. Il y a plein de problèmes dans la justice française, pour cet exemple. Et bien, cette personne schizophrène qui toute la journée est dans son délire et va essayer de faire des choses dans sa tête pour corriger les juges, pour que le ministre soit bon, pour des trucs comme ça, des trucs un peu comme ça, eh bien, qui nous dit qu'en fait, tout le travail que cette personne fait mentalement, intellectuellement, finalement, n'est pas bon pour la société. Donc c'est là où j'ai envie de dire, il ne faut pas voir une personne comme schizophrène comme une personne dangereuse. Il faut voir une personne schizophrène comme quelqu'un de sage et quelqu'un qui va essayer de faire avancer la société dans le bon sens. Voilà. Donc en fait, pour un observateur, il faut surmonter sa peur pour accepter l'autre et au contraire être curieux de ce qu'il dit, de ce qu'il fait mentalement, et essayer de faire développer chez lui sa sagesse. Alors, pour quelqu'un de l'entourage, il faut être compassionnel et empathique, mais pas trop. Et aussi savoir être ferme et autoritaire parfois, mais pas trop. Alors, quand est-ce qu'il faut être empathique, quand est-ce qu'il faut être ferme, là, c'est votre intuition qui doit vous le dire. Et votre intuition, il faut qu'elle soit juste, précise et cohérente, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et là, vous serez un bon aidant. Et pour que votre intuition soit juste et cohérente, il faut que vous-même, vous ayez fait un grand travail d'introspection et vous connaître bien. Voilà. On en reparlera avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez lire mon livre Un étrange univers de Sophie Crizen aux éditions du Lys Bleu, vous le trouverez dans toutes les librairies en commande ou sur internet. Voilà, likez bien sûr, partagez un maximum cette vidéo parce que on n'est pas soutenu pour passer ce message. Il y a peu de médiatisation, ça n'intéresse pas beaucoup les médias, alors que le fond, c'est quand même très important pour toute la société. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des souffrances psychotiques. On parle de 600 000 personnes en France, 600, 700 000, c'est-à-dire 1% de la population.
aucun média ne s'intéresse. Donc c'est à nous en fait chacun d'entre nous, de faire passer ces vidéos, de faire passer ces messages pour créer en fait une société ouverte et bienveillante et sortir un peu de toujours cette peur qu'on veut nous vendre et nous survendre. Alors nous les fous, bien sûr, on est obligés de toutes les peurs, mais peut-être aussi demain, on sera objet de l'admiration aussi. Parce que ça demande beaucoup de courage de pouvoir vivre correctement avec un enfer perpétuel autour de nous. Donc c'est un peu combattre les enfers. Donc il faut nous aider, il faut nous encourager et en le faisant, ça vous aidera vous aussi et ça vous rendra des personnes plus compassionnelles. Voilà, donc ça aidera toute la société. Bon, voilà, en gros, euh, ben, j'ai fini. Merci de votre écoute, à bientôt.